Aurèle, bonjour. Bonjour à toi. Merci. En tout cas, encore une fois, je te l'ai dit hors caméra, mais je te le dis encore, merci d'être là. Merci beaucoup. Et ravie encore une fois de rencontrer une nouvelle personne, en tout cas pour moi, et surtout de partager ton histoire et ce que tu fais. Ça va être l'occasion. Je voulais commencer par la première question qui est la base, c'est qui tu es. Voilà, je te laisse te présenter de la manière dont tu le souhaites. À toi. Très bien. Qui je suis? La fameuse partie présentation. Ouais. Alors, je dirais que sur le plan personnel, je suis mariée et maman de 2 adorables enfants. Et sur le plan professionnel, je suis accélératrice commerciale, conférencière et auteure du livre Le jeu de la vente, que tu as lu. Et en fait, si tu veux, j'ai une société de conseil en performance commerciale qui accompagne notamment les entreprises et les équipes commerciales à mettre en place des bonnes stratégies pour attirer plus de clients et augmenter leur chiffre d'affaires. D'accord, super. Et je voudrais juste revenir sur un point, tu l'as dit, accélératrice de performance commerciale. Qu'est-ce que c'est concrètement? Parce que c'est vrai que moi, quand j'ai lancé ma structure à l'époque, j'aurais bien aimé que quelqu'un m'accélère. Yes. J'aurais bien savoir si j'étais indépendante, qu'est-ce que c'est concrètement? Concrètement, c'est simple, c'est comment on met en place des stratégies pour te permettre d'attirer plus de clients et d'augmenter ton chiffre d'affaires. Souvent, ce que je dis, c'est que si tu as une entreprise et que ton objectif, j'imagine que c'est de trouver des clients et d'augmenter ton chiffre d'affaires, c'est très simple, on va mettre en place ce qu'il faut pour te permettre de gagner plus d'argent. D'accord. Et on va revenir dans le cadre du livre. Mais juste encore une question, tu dis aujourd'hui pour te permettre d'accélérer, sachant que la vente, en tout cas ça c'est mon questionnement et puis mon point de vue, la vente c'est, je le trouve très inné et je trouve que des fois il y a des personnes qui sont parfaites ou moins, mais du coup dans ton livre tu casses un peu ces stéréotypes-là, mais je voudrais savoir comment aujourd'hui une personne un peu plus discrète, timide, un petit clin d'œil à ma sœur qui est derrière l'écran, qui nous filme, mais par exemple, elle a un tempérament peut-être moins extraverti. Comment elle pourrait justement, avec toi, accélérer son business? En fait, si tu veux, les gens, souvent, réduisent la vente juste à la transaction commerciale. Et souvent même, je dirais, beaucoup de personnes pensent que vendre, c'est simplement prospecter. En réalité, vendre, c'est tout simplement comment tu fais en sorte qu'un client, qu'une entreprise, tu vois, décide tout simplement d'acheter tes services. Donc en fait, ça n'a rien à voir avec la personnalité. Maintenant, il faut trouver la bonne stratégie, bien évidemment, alignée à qui tu es. Donc oui, les personnes peut-être qui sont plus extraverties, on a souvent le cliché du vendeur, le beau parleur, le beau tchatcheur, la personne qui est super à l'aise à parler avec les gens. Peut-être que ça va fonctionner pour lui d'aller par exemple à des événements présentiels, de show up, on va dire, sur les réseaux sociaux, de faire des vidéos, etc. Une personne qui est peut-être un peu plus introvertie, elle va utiliser d'autres stratégies pour notamment mettre en place ce qu'il faut pour que les clients, tout simplement, puissent se passer à l'action. Les personnes, par exemple, qui sont très à l'aise sur la partie écriture, peut-être que les stratégies notamment de vente par email vont plus fonctionner qu'une stratégie où la personne, on sent qu'elle n'est pas à l'aise à prendre la parole dans une vidéo par exemple, tu vois. Donc c'est bien ce que tu poses comme question parce que souvent les gens, vraiment, souvent le raccourci que j'entends c'est vendre est égal à prospecter. J'aime pas prospecter donc j'aime pas vendre. Souvent, ouais. Oui, mais c'est le démarrage. C'est ça. Tu vois, tu dois prendre ton téléphone et encore maintenant, je trouve qu'ils sont encore la génération est beaucoup plus facilitée avec LinkedIn. À l'époque, quand j'ai démarré, encore même avant même l'entrepreneuriat, c'était salarié. Il n'y avait pas tout, LinkedIn n'était pas aussi développé. Il fallait appeler 80 appels par jour. C'était horrible. Et malgré que je sois quelqu'un, à mon sens, un peu à l'aise, je trouvais l'exercice horrible. Et est-ce que c'est pas lié aussi à notre culture française? Ah oui, clairement. Ouais. Clairement. Ouais, je pense aussi. Ouais, en France, déjà, si tu veux, parler d'argent, c'est un peu tabou. La vente est liée à l'argent, donc forcément, vendre, c'est pas bien vu non plus. Et on est malheureusement dans une société qui ne favorise pas non plus, je dirais, tu vois, certains niveaux d'ambition et de réussite par rapport à la culture, par exemple, américaine, où au contraire, on valorise finalement une personne qui fait du business, qui vend, etc. C'est bien vu. Et en France, c'est un peu plus le contraire. Donc les gens, même quand ils ont un projet entrepreneurial, finalement, ils vont vouloir porter leur projet, mais ils ne vont pas vouloir adopter cette casquette de vendeur. Et moi, ce qui m'avait fasciné, c'est que quand j'ai commencé à donner des conférences, je rencontrais des entrepreneurs qui venaient me voir à la fin de mes conférences pour me dire « Écoute, Aurèle, moi je suis entrepreneur, mais la vente, c'est pas mon truc. »
Et je me disais, mais ok, mais comment tu vas entreprendre si tu ne vends pas? Parce qu'entreprendre et vendre, en fait, c'est lié, tu vois. Et c'est là où je me suis rendu compte que pour moi, effectivement, par rapport notamment à mon parcours professionnel, vendre était devenu un jeu. Là où pour la plupart du temps, les gens vendent, c'est plutôt un fardeau. Ouais, je vais y revenir, j'avais une question sur ça justement. Mais je voudrais revenir aussi sur l'entrepreneuriat parce que pour l'avoir fait, qu'est-ce qui a été le déclencheur? Parce que tu aurais pu rester salarié, être un business dev extraordinaire et puis être directrice des ventes. Qu'est-ce qui t'a donné le déclic de passer de l'autre côté plutôt de monter ta structure? Moi, si tu veux, j'ai toujours su que je voulais entreprendre. Je me suis toujours vue, quand j'étais plus jeune, en tout cas, je me suis dit, quand je serai grande, pour le coup, je serai une femme d'affaires. Tu vois, donc j'avais déjà en fait cette vision de devenir une lady boss. Et par contre, je me suis dit, je vais quand même jouer le jeu, entre guillemets, de la société. C'est-à-dire, par exemple, faire des études. Donc, je suis diplômée d'une école de commerce international. Ensuite, c'est travailler en entreprise parce que c'est intéressant également de se dire, avant de me lancer, je vais sur le terrain, j'apprends, je suis salariée effectivement, et au fur et à mesure, je gravis les échelons, tu vois. Ça m'a permis d'avoir de l'expérience et de ne pas démarrer finalement from scratch, tu vois. Mais dès le départ, je savais que j'étais faite pour entreprendre et que le salariat, c'était juste un passage pour avoir de l'expérience. Et justement, tu n'as pas eu des freins ou des personnes un peu démotivateurs qui t'ont essayé de... Bon, après, je sens ton ambition qui rayonne, mais j'imagine que tu as forcément eu des gens qui t'ont un peu démoralisé dès le départ quand tu as voulu te lancer. Alors, pas forcément démoralisé, je dirais, mais oui, en mode, mais c'est de la folie ce que tu fais. Enfin, surtout, les proches, notamment la famille. Après, tu sais, quand tu fais des longues études et qu'ensuite après tu travailles, tu as entre guillemets une bonne situation. On te dit, mais je comprends pas. Aujourd'hui, tu as un job de rêve, tu es bien payé, tu as des vacances illimitées, tu peux faire du télétravail de manière illimitée. Pourquoi en fait vouloir quitter tout ça pour entreprendre dans l'incertain et dans l'inconnu, tu vois? Et c'est là où tu te rends compte que finalement ta mission est beaucoup plus grande que le confort de vie que tu as. C'est la raison pour laquelle en fait, ok, si vraiment c'est important pour toi de te déployer, et pour moi l'entrepreneuriat, tu vois, c'est l'une des meilleures écoles notamment pour se développer personnellement, se développer professionnellement, se développer je dirais même spirituellement. Et donc oui, je peux faire comme tout le monde entre guillemets et me contenter d'un job qui effectivement sur le papier semble génial, mais est-ce que vraiment je suis épanouie, tu vois? Et je me suis dit, ok, sans aucune prétention, je pense qu'avec mon talent, je peux aider plus qu'une entreprise. Donc pourquoi limiter mon temps à une entreprise quand je peux impacter des centaines, des milliers de personnes? Mais c'est vrai que c'est ce que je remarque aussi avec beaucoup de gens qui ont entrepris, c'est que déjà c'est un peu inné en fait. Dès petit, on avait ce côté j'ai envie de monter un peu ma structure. Et j'avais une question par rapport à ça. Et je pense, avant que tu poses ta question, au-delà en fait de j'ai envie de monter ma structure, c'est une question également de valeur. Tu vois, moi si tu veux, ma valeur liberté a toujours été plus grande que la valeur sécurité. Je préfère être libre que d'être dans la sécurité entre guillemets de l'emploi. Et la plupart du temps, c'est vrai que 80% des gens vont plutôt choisir le côté sécurité. Parce qu'on pense que la sécurité vient du paycheck à la fin du mois. Sauf qu'en réalité, moi je suis convaincue que ma sécurité vient de mes propres capacités. Et donc si je sais me débrouiller par moi-même, j'ai pas besoin d'attendre à la fin du mois de recevoir finalement de l'argent entre guillemets d'un employeur. Donc quand la valeur liberté est plus forte que la valeur sécurité, tu es prêt effectivement à laisser tomber cette sécurité pour reprendre ta liberté et ne plus avoir finalement, devoir rendre compte en fait à quelqu'un. Moi je pense, je me suis rendu compte que même si j'ai joué le jeu, j'ai du mal on va dire avec le fait de devoir rendre des comptes, qu'on me donne des ordres entre guillemets, et de devoir finalement rentrer dans des cases. Et donc finalement ça m'empêchait de déployer mes propres ailes. Ça tue un peu la créativité. Ça tue la créativité. Quand tu as une idée, il faut la faire valider. Si les personnes qui sont au-dessus de toi n'ont pas la même vision, ils ne vont pas forcément te laisser, on va dire, la déployer. Et à un moment donné, tu te dis, ok, est-ce que je ne peux pas faire des choses comme moi je l'entends? Et plutôt que de suivre, entre guillemets, des règles qu'on nous dicte, quoi. Mais est-ce que tu ne penses pas qu'il faut avoir déjà une bonne connaissance de soi et aussi, j'aime pas le terme de confiance en soi parce que ça réduit, mais pour déjà se lancer, parce que je te rejoins sur un point par exemple qui était la liberté, moi c'était pareil, je me suis toujours présente. Mais après par contre, quand j'ai commencé vraiment, j'étais dedans, je me suis rendu compte aussi que j'étais pas si libre que ça finalement. Tu vois, en fait, c'est là où moi ça a tourné aussi. Enfin, j'ai pris beaucoup, comme tu dis, on grandit énormément, mais je me suis quand même rendu compte que j'étais pas si libre parce que, par exemple, moi, je travaille beaucoup et j'ai
équipe. Et en fait, le problème, c'est que je me disais à chaque fois, mais en fait, si je suis pas là, après, c'est peut-être pas le bon truc que j'avais trouvé, hein, mais je suis pas là, finalement, ça tourne pas si bien que ça. Et tu vois, j'ai toujours besoin d'avoir un petit contrôle, tout ça. Donc, au final, j'ai quand même un petit pas en arrière. Après, là, tu parles de liberté temporelle. Oui. Après, il y a différentes formes de liberté. C'est ça. Il y a la liberté temporelle, effectivement, il y a la liberté, effectivement, financière, la liberté également géographique. Et c'est vrai qu'après, en fonction du business model que tu mets en place, c'est différentes formes de liberté, tu vois. Mais moi, quand je parle de liberté, c'était vraiment la liberté dans le sens où je suis auteur et acteur de mes propres choix et les idées que j'ai, je les déploie. Oui, je suis d'accord. Et je te rejoins entièrement. Hein. D'ailleurs, je trouve que c'est ça la meilleure chose qu'on puisse avoir parce que tu le déploies au quotidien. Mais est-ce que cette liberté-là, moi, c'était en toute franchise, des fois, ça m'a fait un peu peur. Tu vois, dans le sens où arriver et me dire tous les jours, c'est toujours moi qui prends les décisions. Donc à un moment donné, tu vois, tu as envie de mettre stop, moi un jour, calmos. Mais en même temps, quand tu as des gens que tu dois payer, quand tu as des gens autour de toi qui dépendent de toi, cette liberté-là, des fois, ça c'est vraiment un constat que j'ai fait, elle peut être très lourde aussi. Après, comme on dit, voilà, il y a la liberté certes, après il y a également une responsabilité, effectivement. Donc si tu es entouré de collaborateurs, tu es responsable finalement de leur engagement au sein de la société et surtout à ton niveau également de les payer par exemple tous les mois, etc. et de leur donner des missions qui leur conviennent, qui les épanouissent, et puis il faut diriger tout ça. Et après, il y a un rôle également qui est intéressant à mettre en lumière, c'est le rôle également de manager. Tout le monde n'a pas forcément les codes pour être un bon manager. C'est ça. Je sais que ça peut être challengeant, mais bon, c'est comme ça également qu'on apprend et qu'on se déploie. C'est ça. On va revenir à notre cœur du sujet, le jeu de la vente. Yes. Je présente. Facile à lire, vraiment très facile à lire, et je pense sincèrement que il ne faut pas le lire une fois, parce que moi au début j'ai lu effectivement une fois, et en fait le fait de l'avoir relu, ça a été aussi bien parce que je me dis, en fait ça doit être un bouquin que tu dois avoir sur ton bureau, je pense, parce qu'en fait ça te donne des tips, mais c'est des tips qu'effectivement il faut que tu t'entraînes au quotidien, il faut qu'à chaque fois que tu as un doute, tu regardes. Exactement. Et je vous invite vraiment parce que si tu le lis une fois et tu le laisses, en fait, tu as des schémas qui reviennent. Clairement. Ouais. Et en fait, à chaque fois que tu vas le relire, ça va petit à petit s'incruster et tu vas du coup délier un peu. Exactement. Et ma première question, pourquoi le jeu? Parce que je sais, moi personnellement, je sais pourquoi, mais je veux que tu expliques pourquoi le jeu de la vente. Yes. Alors, si tu veux, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le jeu, ça a été quelque chose qui a marqué vraiment toute ma vie. Dans le sens où, quand j'étais plus jeune, si tu veux, moi je suis née en Mauritanie. Je suis arrivée en France à l'âge d'1 an et demi, donc j'ai grandi en France pour le coup. Jusqu'à mes 10 ans, j'ai vécu, on va dire, une vie plutôt confortable mais modeste. Et à 10 ans, en fait, j'ai une nouvelle qui va changer drastiquement le cours finalement de mon enfance. J'apprends que mon père, en fait, avant d'épouser ma mère, il avait eu une union avec une autre personne, du coup, qui était en Afrique. J'avais du coup 2 demi-sœurs et un demi-frère, et qu'ils allaient s'installer avec nous, notamment à Paris. Et en fait, le jour de leur arrivée, il n'y a pas 3 personnes qui débarquent, mais il y en a 6. Parce que mon père décide, en plus de mes 2 demi-sœurs et de mon demi-frère, de faire venir en fait ses 3 neveux, qui sont les fils de son défunt frère, et donc mes 3 cousins. Et donc, on se retrouve de 3 enfants à la maison. J'avais déjà une petite sœur, un petit frère, à 9 enfants à la maison. Donc en fait, si tu veux, notre pouvoir d'achat est divisé par 3 jour au lendemain. Je perds mon confort de vie, ma qualité de vie, etc. Et on est dans une spirale qui est quand même assez compliquée, beaucoup de disputes, toxiques, etc. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte, tu vois, récemment en faisant justement un travail d'introspection, en revenant sur les différents éléments de mon histoire, que en fait, le jeu, ça a été un élément justement qui m'a permis finalement de m'échapper de la spirale dans laquelle j'étais. Donc en fait, je sortais dehors pour jouer avec mes amis notamment, jouer à la star, jouer à danser, à chanter, etc. En fait, jouer me permettait vraiment de m'évader. Donc déjà, ça avait commencé déjà depuis l'enfance. Et jusqu'à mes 14 ans, un soir d'été, je rentre du collège notamment, j'arrive devant chez moi et impossible de rentrer. Je me retrouve en fait devant une grosse porte blindée et en fait, on s'est fait expulser dans notre appartement. Donc on se retrouve sans domicile fixe, tu vois, et on a dormi à l'hôtel, puis après on a dormi chez de la famille, avant de retrouver un pied-à-terre, notamment en Normandie. Et à partir de là, en fait, tu vois, déjà je me dis que, ok, si on est dans cette situation-là, c'est quand même, entre guillemets, dans le coup, j'avais 14 ans. À cette époque-là, je réalise quand même des choses aussi. Je réalise des choses, même si je réalise pas tout, je réalise après, mais je me dis, voilà,
j'ai quand même de la conscience et je me dis, en fait, cette situation-là, c'est entre guillemets mon père qui nous a mis dans cette situation-là parce que justement, de base, c'était une bonne intention de faire venir des personnes dans notre vie pour les aider, etc. Mais finalement, comme il avait le même, entre guillemets, boulot, il n'a pas forcément augmenté ses revenus et finalement, à un moment donné, ça coince, tu vois. Et donc, déjà, je me suis dit, ok, à partir de là, moi, quand je serai grande, déjà, je vais tout faire pour devenir riche. Et je ne veux plus jamais me retrouver dans la pauvreté. Et donc voilà, je me suis déjà dit, ok, c'est sûr que j'ai plus jamais envie de revivre ça, tu vois. C'est la raison pour laquelle après j'étais très impliquée notamment dans mon cursus, on va dire, scolaire. Et tu vois, à 18 ans, quand je fais mon premier stage en entreprise, c'était un stage de commercial B2B. Donc de base, je connaissais rien du tout à la vente, je n'étais pas du tout formée. Et là, on me donne un gros classeur, on me dit, écoute Oureille, tu dois appeler plein d'entreprises, tu dois faire de la fameuse prospection téléphonique, prospection terrain également, aller voir des entreprises et présenter, essayer dans un premier temps déjà de choper un rendez-vous. Et quand j'ai réussi du coup à choper mon rendez-vous, mon manager à l'époque me dit, écoute Oureille, ok, tu vas au rendez-vous et tu vends ce que l'on fait. Je savais même pas ce que l'on vendait, mais j'ai dit, ok, let's go, allons-y. Et quand je suis partie, en fait, étant donné que j'étais pas justement on va dire le cliché de la vendeuse qui va pitcher, etc., je me suis dit, ok, ce que je vais faire, c'est simple, je vais m'intéresser à la personne. On en parlait tout à l'heure en off. Je vais poser des questions. Je vais essayer de comprendre, ok, c'est quoi son problème? Parce que de ce que j'ai compris, en tout cas, il y avait un problème dans son entreprise. Qu'est-ce qu'elle a déjà essayé, etc. Et j'étais vraiment, en fait, je posais des questions, j'écoutais, j'essayais de comprendre un peu le décor. Et à la fin, effectivement, de ce que j'avais perçu de la solution que je devais représenter, ça avait l'air en fait de pouvoir potentiellement résoudre son problème. Et c'est là où je lui ai fait la proposition et la personne elle me dit, écoute, let's go, yes. Et en fait, je fais ma première vente comme ça. Bravo. Et du coup, je repars en entreprise et j'étais trop contente et tout, en mode, j'ai fait ma vente, ma première vente, etc. Il me dit, ah wow, c'est génial. Je faisais un stage qui n'était pas rémunéré. Et là, il me dit, écoute, étant donné que tu as vendu, tu vas avoir une commission. Ah, génial. Et donc, je gagne de l'argent, tu vois. Et là, en fait, j'ai un déclic, je me dis, mais en fait, si je sais vendre, je sais que plus jamais de ma vie, je ne manquerai d'argent. Tu vois. Donc déjà, à 18 ans, il y a ce truc-là on va dire, il y a cette graine-là qui est semée par rapport à la vente. Et ensuite, je continue, on va dire, mon parcours scolaire, etc. Et quand j'ai mon premier poste, notamment, mon deuxième CDI, on va dire, j'ai un manager, en fait, qui me dit, écoute, Oureille, voici ce que tu dois faire comme mission. Franchement, ne te prends pas la tête, vraiment prends ça comme un jeu. Et je dis, mais il a raison, en fait. Cette notion de jeu, elle te suit finalement. Exactement. Je dis, mais en fait, il a raison, c'est juste un jeu. Et à partir de là, en fait, je me suis dit, ok, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et j'ai vraiment commencé à faire de la vente en jeu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en faisant ça, pour le coup, je me suis hissée parmi les top performers de l'entreprise. J'ai été envoyée en Angleterre pour former une équipe de commerciaux qui était là depuis bien longtemps avant moi. Et donc finalement, le fait de mettre dans le jeu, ça m'a permis, au fur et à mesure, en fait, peu importe l'entreprise dans laquelle pour lesquelles je travaille, d'être toujours en fait dans les meilleurs. Donc j'ai compris que le fait de faire de la vente en jeu, c'est ce qui m'a permis également de me déployer parce que je n'étais pas attachée au résultat, parce que je ne suis pas attachée au nom, parce qu'en fait je suis juste dans l'action en fait. C'est juste un jeu, donc on y va, on s'amuse. La personne dit oui, tant mieux. Elle dit non, c'est pas grave, le jeu continue, tu vois. Et donc c'est là qu'est né, si tu veux, par rapport déjà à mon histoire personnelle et par rapport à cette expérience professionnelle, ce qui s'ensuit, l'idée justement que finalement la vente est un jeu. C'est un jeu, effectivement. Et je trouve que c'est très brillant parce que, tu vois, moi ça me parle parce qu'effectivement dans une des structures, il y avait un des managers qui m'avait dit aussi une chose, c'était, tu sais, bon, il m'avait pas dit ça comme ça, mais la finalité était la même, il me dit, tu sais, ces dirigeants-là, ils vont aux toilettes de la même manière que toi. Pourquoi ils me disent ça? Et ça avait du sens parce que ce qu'ils voulaient me dire, c'était en gros, détends-toi, c'est des êtres humains, et puis voilà, tu vois. Et en fait, ils n'ont pas plus de pouvoir que toi, finalement. Et c'est vrai que ça avait déclenché aussi beaucoup de choses. C'est ça. Et je vais revenir aussi sur un point qui m'a marqué. Tu dis, effectivement, pour faire de la vente aussi, il faut s'aligner. Il faut que tu sois aligné un peu avec toi pour attirer les clients. Voilà, c'est ça. Pour attirer tes cibles. Je voudrais t'expliquer un peu ça, sans rentrer dans le détail, sinon on va tout donner, et c'est pas l'objectif. Mais je voudrais que tu reviennes un peu là-dessus. Ouais. Si je suis entrepreneur, comment je fais pour m'aligner un petit peu pour attirer des bons clients? En fait, tu vois, peu importe les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, un truc que j'ai compris, c'est qu'en réalité, les gens n'achètent pas ce que je proposais, les gens achetaient qui j'étais. C'est pour ça que je dis à mes clients souvent, les gens n'achètent pas ce que tu fais, mais qui tu es. Tu vois, et en avoir conscience, en fait, c'est important parce que tu te rends compte que c'est pas à propos de ce que tu vends. Est-ce que toi, déjà, tu es convaincu de ce que tu vends? Est-ce que toi, déjà, tu as vraiment cette confiance que ce que tu proposes, c'est génial et que ça peut réellement avoir un impact positif dans la vie de ton client? Parce qu'en fait, le problème que je vois, c'est que la plupart des entrepreneurs, notamment quand ils se lancent, ou même des fois quand ils sont lancés, en réalité, ils ne croient pas profondément
dans ce qu'ils font et dans ce qu'ils représentent. Oui, ne croient pas en eux aussi peut-être. Clairement. Parce que de toute façon, si tu peux croire en ton produit, mais comme tu dis tout à l'heure, si je comprends ta notion, c'est qu'en gros, comme c'est toi qui attire, c'est toi en fait qui dois aller te libérer un peu. En fait, l'entreprise est l'extension de qui tu es. Donc déjà, effectivement, déjà la première question à se poser, c'est déjà est-ce que tu sais qui tu es. Quand je dis qui tu es, c'est qui tu es au-delà finalement de ce masque social que l'on porte tous. Tu vois, est-ce que tu sais qui tu es dans ton essence même. Et après également une chose que j'ai compris, c'est que finalement vendre, c'est pas une question de technique, c'est pas une question de stratégie, c'est également une question d'énergie et d'alignement notamment vibratoire. Parce qu'une chose que j'ai compris, c'est que finalement l'énergie que tu dégages, c'est également cette énergie-là qui te sera renvoyée. Tu vois. Donc pareil, si tu es quelqu'un qui est confiant, si tu es quelqu'un qui est jovial, si tu es quelqu'un qui est enthousiaste, si tu es vraiment dans le care, tu as envie vraiment de transformer et de servir le client, ça va se ressentir. Donc naturellement, tu vas attirer également des personnes qui vont ressentir ça. Si tu es là juste pour make money, pareil, ça va se ressentir. Il y aura quelque chose qui va sonner, en fait, qu'on peut même pas conscientiser avec des mots, mais qui se ressent, si tu veux, sur un autre plan, qui va faire que ça n'a pas fonctionné. Donc c'est pour ça que je parlais effectivement dans mon livre d'alignement, notamment, et de comprendre qu'en réalité, tu sais, les gens, on est dans un monde où c'est beaucoup... On pense que c'est en faisant qu'on aura. Et en fait, on oublie qu'avant de faire, on est déjà. On n'est pas des fers sociaux, on est des êtres, tu vois. Et donc, je parle dans mon livre justement l'idée de comprendre que tes pensées vont influencer tes émotions. De là, ça va influencer ton comportement. Et de là, ça va influencer du coup tes résultats. Et donc, oui, moi, ce qui m'a étonnée, comme tu disais, aujourd'hui, tout le monde a la notion de commercial égale business. Mais finalement, en lisant ton livre et puis aussi avec des expériences, on se rend compte que le commercial, finalement, c'est plus associé aussi à du développement personnel, finalement. Et ça, je pense que beaucoup de gens ne le savent pas. Ouais. Et là, tu as une pépite que tu donnes, enfin, personnellement, c'est ce que je te disais, c'est que quand j'ai lu ça, bon, je le savais un peu, mais le fait de le marquer sur papier, je me dis, mais elle donne une pépite de fou, quoi. C'est-à-dire que tout le monde associe vente à business, machin et tout, mais en fait, une grosse partie dans la tête. Exactement. En fait, 80% finalement de la stratégie commerciale, ou même, je dirais, de la compétence même de la vente. Dans mon livre, j'en parle, c'est 80% finalement de mindset, donc d'état d'esprit, de psychologie, de compétences relationnelles, émotionnelles, humaines, et seulement 20% de stratégie et de technique. Là où la plupart du temps, tu vois, les gens vont venir me contacter pour me dire, écoute, Aurélie, je ne vends pas assez, j'ai envie d'avoir plus de clients, je pense qu'il me manque des techniques, des stratégies. Et je dis, ok, sit down, assieds-toi. Et finalement, j'explique à la personne que ça n'a absolument rien à voir avec les stratégies. En fait, toutes les stratégies du monde fonctionnent, comme rien ne fonctionne si t'es pas aligné, tu vois. Et donc l'idée, en fait, c'est arrêter de prendre des choses qu'on te vend sur le marché parce que tu penses que c'est des choses qui vont fonctionner pour toi, mais en fait, tu ne te connais pas. Donc finalement, tu vas tester des choses qui ne fonctionnent pas et tu vas te dire, ok, vendre, c'est pas pour moi parce que j'arrive pas. C'est juste que tu n'as pas trouvé la manière adaptée à toi, ta personnalité, qui permet notamment de vendre. Et c'est vrai que moi, comment j'en suis arrivée également là, c'est que au-delà de mon parcours, on va dire professionnel ou même scolaire, c'est que à partir de 18 ans, je suis allée en fait à Montréal notamment pour mes études de commerce international. Et c'est comme ça en fait que j'ai découvert l'industrie passionnante du développement personnel. Tu vois, donc j'ai commencé également à lire des livres différents de ceux qu'on nous proposait notamment à l'école. Et ça... On devrait les bannir. Ouais, franchement, je suis d'accord avec toi. Et ça a complètement transformé en fait ma vision du monde. Ça a vraiment ouvert un nouveau champ de possibilités et j'avais pas conscience des choses que je ne savais même pas que je n'avais pas conscience pour le coup. Et tu vois, et quand j'étais en entreprise justement et qu'à chaque fois j'arrivais à avoir des belles performances, les gens me disaient mais écoute Aurélie, c'est quoi ton secret? Comment ça se fait que tu arrives dans une entreprise, au bout de quelques semaines, tu te hisses parmi les top performers? Et je disais bah écoutez, mon secret c'est mon état d'esprit. C'est moi. C'est ça en fait, le secret c'est moi en réalité. J'aurais pu dire ça, tu vois. Et pourquoi? Parce qu'en fait j'ai réussi au fur et à mesure à développer justement une personnalité. Souvent je dis que les gens également aiment les gens. En fait, que tu sois en B2B ou en B2C, tu es toujours en H to H, tu as toujours un humain en face de toi. Et quand tu comprends que ta plus grande force justement en tant que commercial, en tant qu'entrepreneur, c'est l'humain que tu es. C'est ça également, c'est comment tu fais pour développer des compétences qui te permettent finalement de connecter facilement avec le client, de t'intéresser sincèrement à lui comme je disais, et finalement de lui donner envie de créer une relation comme ça professionnelle avec toi. Mais je fais un peu l'avocat du diable. Alors, je me positionne parce qu'on connaît tous des gens qui ont réussi, qui ne sont pas très sympas.
Si j'entends un peu ce que tu dis, c'est-à-dire que par exemple, si je n'ai pas une personnalité hyper solaire, pas forcément énergie, enfin tout ça, c'est-à-dire que quelque part, ça va pas marcher finalement. Non, ça n'a rien à voir. Après, mais pour autant, on connaît quand même des chefs d'entreprise qui sont un peu véreux, ouais. mais qui ont fonctionné. Comment tu Mais parce qu'en fait, c'est au niveau de leur identité. En fait, si tu veux, aujourd'hui, la conception que tu as de toi, c'est ce qui va te permettre de créer la réalité que tu as. Une personne, on va dire peut-être qu'on peut juger, par exemple, un peu hautain, etc. Elle, en fait, dans son identité, en fait, elle ne doute pas que ce qu'elle propose, ça a de la valeur. Donc finalement, même si elle n'est pas... Pause. Je viens de dire quelque chose de hyper brillant là. Pause. Ça veut dire que effectivement, toi, tu la perçois comme un peu toxique, mais elle, en fait, dans sa réalité, elle se perçoit. Elle est alignée. Ah. Tu vois, donc il y a de l'intégrité. Elle, dans son imagination, dans son comportement, dans sa manière de concevoir qui elle est complètement OK avec le fait que, OK, son entreprise, elle propose ça, ça a telle valeur, qu'elle peut transformer tel client. Et c'est comme ça que la personne, elle va réussir bien évidemment à avoir des contrats, à vendre, etc. Maintenant, est-ce que si tu as une personnalité présente, ça va faciliter le chemin? Je pense que oui aussi. Parce que potentiellement, la personne, des fois, on connaît tous des gens qui sont odieux, et effectivement, qui réussissent quand même. Mais parce qu'en fait, ils sont... Je me suis toujours posé la question comment ces gens-là, finalement, ils arrivaient à réussir. Mais en fait, ouais, maintenant que tu me dis... En fait, finalement, si je fais tout le cheminement avec ce que tu me dis et tout, en fait, tout est finalement qu'un jeu. Exactement. Parce que tu peux te prendre pour une star et je vais passer devant, je suis sûre que 3-4 personnes me diront mais se prend pour qui celle-là? Mais au fond, moi, dans mon esprit, je suis une star. Exactement. Ah, c'est ça. C'est là où il y a de l'intégrité, tu vois. Ouais. Et en fait, et comme tu l'as dit, en fait, tout le monde joue un rôle. Souvent, ce que je dis à mes clients, c'est que peut-être que jusqu'à présent, on t'a jamais appris ça et que tu as toujours joué le rôle de la victime, de la personne qui était timide, de la personne qui était introvertie, qui n'avait pas confiance en elle. C'est pas ton vrai toi. Mais tu peux choisir de jouer un autre rôle. Moi, je pars du principe, tu vois, au-delà de faire de la vente un jeu, je pars du principe que déjà l'entrepreneuriat, c'est un jeu, en effet. Ah oui. Et au-delà de ça, je pars du principe également que la vie est un jeu. La vie est un immense terrain de jeu. On est tous là, en fait, et on est tous des acteurs. Maintenant, tu peux choisir en tant qu'acteur quel rôle tu as envie de jouer. Si ça te plaît d'avoir joué la victime pendant 35 ans, 40 ans, je sais pas, 20 ans, bah, tant mieux pour toi, mais à partir du moment où tu as de la conscience, tu peux te dire écoute, aujourd'hui qu'est-ce que je choisis? Parce qu'en fait, un truc que j'ai compris, c'est que tu vas créer la réalité en fonction également de ta manière de penser et de percevoir le monde. Si tu penses que le monde est méchant, tu vas avoir dans tes circonstances de vie des situations qui vont refléter cette croyance-là. Si tu penses que le monde est un terrain de jeu et que les gens sont sympas, bizarrement, tu vas rencontrer des gens sympas qui vont correspondre finalement à toi, la perception que tu te fais du monde. Tu vois? Et justement, encore l'avocat du diable, je prends par exemple quelqu'un, c'est pas du tout un jugement, mais quelqu'un qui n'a pas forcément réussi, qui galère un peu, parce que elle a eu le bagage qu'elle a eu, est-ce que du coup, en gros, elle ne vit que sa réalité, tu vois, elle peut te dire, mais moi j'ai beau faire ça, mais en fait ça marche pas, quoi, tu vois, j'aimerais par exemple être top performant même en tant que salarié, tu vois. Comment tu pourrais lui donner justement des billes? Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui comme ça, parce que c'est vrai qu'on peut se dire demain, je vais devenir la top performeuse, mais j'imagine que ça va pas se passer comme ça, il va y avoir peut-être un cheminement. En réalité, déjà, tout part d'une décision. Maintenant, le truc, c'est que la plupart du temps, les gens ne décident pas. En fait, à un moment donné, il faut décider de la vie que tu as envie de créer. Tu vois, si tu pars du principe que la vie est un jeu, quel jeu tu as envie de jouer? Moi, je sais que, oui, forcément, pourquoi j'ai expérimenté ça? Parce que j'ai choisi d'expérimenter ça. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, ouais, c'est peut-être de l'ego, mais j'ai envie d'être la meilleure. Et donc, si j'ai envie d'être la meilleure, je ne vais pas me comporter comme la pire, je vais me comporter comme la meilleure. Et donc, naturellement, mes actions vont suivre également cette croyance-là que, ok, je vais être la meilleure, donc je me comporte comme la meilleure. Donc après, en fait, l'idée, c'est de se dire, à un moment donné, ton identité, ta fausse identité, parce que la plupart du temps, les gens ont une fausse identité, elle a été créée effectivement par rapport à ton histoire, par rapport à ton parcours de vie, par rapport également à ton niveau de conscience. La bonne nouvelle, c'est que rien n'est figé dans le marbre et qu'à tout moment, tu peux décider de changer. Et après, bien évidemment, ça sera un processus, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Voilà, entre le moment où j'ai commencé à travailler vraiment en tant que business développeur et le moment où j'avais notamment initié tout le cheminement du développement personnel, c'était passé quand même une belle dizaine d'années, tu vois. Donc ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, tu vois. Donc souvent en entreprise, les gens me disaient ouais, mais comment tu fais pour avoir justement un état d'esprit aussi optimiste, aussi positif? Et c'est quelque chose que j'ai construit pendant plusieurs années en fait. Et je pars du principe que là où tu portes ton attention, c'est également ça également que tu vas véhiculer. Donc si je fais que de me plaindre, je crée une vie où il y aura toujours des choses pour lesquelles je vais me plaindre.
si je suis reconnaissante, je vais créer une vie où il y aura encore plus d'occasions d'être plus reconnaissante. Tu vois, et après c'est juste, ok, où est-ce que je mets mon focus parce que l'énergie va là où se porte ton attention. Mais on parlait justement aussi de responsabilité tout à l'heure. Est-ce que c'est pas dur justement de pouvoir dessiner comme ça sa vie? Est-ce que c'est pas plus simple de se lever le matin, de suivre un peu un chemin tracé que de se lever, parce que j'imagine, c'est une question que je pose et pour que beaucoup de gens soient genre, est-ce que c'est pas plus compliqué? Oui, forcément. Comme on dit dans un célèbre film, de grands pouvoirs impliquent également de grandes responsabilités. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Oui, ça peut être plus simple, entre guillemets, d'être en pilote automatique, de ne pas se demander finalement qui je suis, en fait, au-delà de ce corps physique, au-delà de cette identité, au-delà de mon parcours, au-delà de mon histoire. Mais maintenant, est-ce que ça te permet d'avoir vraiment la vie que tu mérites et la vie que tu as envie de vivre? Je pense pas. Tu vois, les gens vont te dire, ouais, mais entreprendre, c'est super difficile. Ok, mais se lever tous les matins pour aller travailler pour quelqu'un qui te saoule, c'est pas plus difficile ça? Être limité et plafonné financièrement parce que tu as un salaire et que tu ne peux pas, tu vois, gagner 10 fois plus que ce salaire-là, c'est pas difficile, tu vois. Après, maintenant, l'idée, c'est de choisir quelle difficulté tu as envie, entre guillemets, de relever. Parce que je pars du principe que la vie, c'est que... Si la vie est un jeu, en fait, il n'y a que des challenges, en fait, des défis à relever. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à chaque fois que tu relèves un défi, tu passes au niveau supérieur. C'est ça aussi le but du jeu. Et aussi, ce que je trouve bien aussi, et c'est pour ça que j'encourage aussi, et je continue à faire ça, c'est que tu donnes aussi, toi et d'autres femmes, en fait, aussi un exemple à la génération qui arrive. Parce que ça, c'est un petit clin d'œil aussi à nos sociétés peut-être aussi africaines, c'est qu'on est beaucoup dans... tu vois, on supporte, il y a un truc qui est là, on prend, on supporte, on fait, alors que finalement, se donner le droit comme ça de briller, tu vois, se donner le droit comme ça d'accepter ses talents, surtout nous aussi en tant que femmes, c'est encore un petit tips. Et je trouve ça vachement bien, quoi. Et je trouve ça vachement bien. On devrait avoir des modèles comme toi et comme d'autres femmes, en fait, qui s'émancipent sur plein de choses. Et surtout pour nos filles, quoi. Moi, j'ai une phobie, c'est que je me dis toujours, j'ai pas envie que ma fille ait la même vie que ça, si je lève tous les matins, on va tuer. Et d'ailleurs, je vous ai une anecdote. Hier, elle dansait à la gare, tu vois, elle adore danser. Et la moi adulte, j'ai envie de dire, arrête de danser. Et en fait, en y réfléchissant, ce que je disais à ma soeur, je disais, mais en fait, non. Il faut que je la laisse danser. Peut-être que c'est son talent qu'elle a envie de briller. En fait, nous, on est là. Et qu'est-ce que tu pourrais donner comme ça, comme tips? Parce que j'imagine aujourd'hui tu dois avoir une éducation différente par rapport à tes enfants aussi. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme tips à d'autres femmes ou à d'autres papas aussi? Parce qu'il y a aussi des hommes dans l'histoire. Ouais. Moi, je pense que c'est vraiment de réaliser que tu n'es pas là pour rien. Tu vois, tu n'es pas là pour rien et tu as une place, en fait, dans le monde que tu sous-estimes. Tu sais, les gens pensent que, je sais pas, c'est juste des numéros dans une entreprise, ils sont juste là pour, se lever le matin, aller travailler, revenir, profiter du week-end, aller en vacances une fois ou 2 fois par an. Enfin, je pense que tous, autant que l'on est, on vaut beaucoup plus que ça. Et tu vois, moi, une citation vraiment qui m'a marquée quand je l'ai lue la première fois et qui m'accompagne encore aujourd'hui, c'est de Nelson Mandela, qui dit que notre mission sur Terre est de libérer notre lumière pour devenir une source de lumière pour les autres. Et à partir de là, tu te dis, ok, finalement, moi, c'est quoi mon talent? Peut-être que tu as un talent qui est inné, peut-être que tu as un talent que tu as développé par rapport à ton parcours professionnel, comme moi, par exemple, avec la vente. Et maintenant, comment tu fais pour prendre ce talent-là, prendre cette lumière-là et l'apporter justement pour apporter ta contribution au monde? Tu vois, comment tu fais pour développer ça? Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, quand on a des enfants, il faut les laisser, en fait, libérer leur créativité et pas les emprisonner, parce qu'en fait, c'est les injonctions que les parents ont qui font que ça va étouffer des fois les talents de l'enfant. Imaginons que ta fille, elle aime bien danser, et finalement, tu lui dis, non mais arrête de danser en public. En fait, tu es en train de la conditionner à avoir honte d'être qui elle est en public. Et ça, on s'en rend pas compte. En fait. Ah bah oui, mais parce qu'en fait, toi, tu vois via ton prisme, toi. En tant qu'adulte, ça te gêne, mais en vrai. Et puis, il y avait 2-3 personnes qui la regardaient, puis je me suis dit, oh, peut-être qu'elle avait détecté par mais tu vois, on a eu cette discussion avec ma soeur, je me dis, mais en fait, tu vois, c'est ça qu'on fait au quotidien qui nous tue finalement. Exactement. Et qui font des adultes dans un monde où il y a énormément de dépression. Exactement. Ouais, il y a une vraie crise identitaire, on va pas se mentir.
La bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de conscience. On est en fait, on est à l'ère du Verseau. Il y a beaucoup de conscience, donc il y a beaucoup plus d'ouverture également sur certains sujets. Là où il y a quelques années, les gens trouvaient inconcevable de parler de certaines choses, tu vois. Mais une chose qui est sûre, c'est que vraiment, pour moi, j'invite vraiment toutes les personnes qui nous écoutent à se demander, en fait, au-delà de ce masque que j'ai créé, au-delà de cette identité que j'ai créée, qui vraiment je suis, tu vois. Et qu'est-ce que j'ai envie de laisser comme trace de mon passage sur Terre. Tu vois, et moi, c'est en me posant ce type de réflexion-là que je me suis dit, effectivement, je ne peux pas me limiter à juste travailler pour une entreprise, tu vois. Je pense que j'ai un impact et un rayonnement qui est beaucoup plus grand que ça, tu vois. Et c'est comme ça que tu décides de prendre des décisions différentes. Après, je ne dis pas que tout le monde va devenir entrepreneur, c'est pas le sujet. Tu peux très bien être excellent dans ce que tu fais en tant que salarié, mais est-ce que tu es pleinement épanoui? C'est ça la question qu'il faut se poser. Parce que moi, je peux te garantir que beaucoup d'entrepreneurs, enfin beaucoup de salariés, pardon, ne sont pas épanouis. Et c'est là le problème. Le problème, c'est pas le salariat, le problème, c'est est-ce que tu fais vraiment quelque chose qui fait sens pour toi? Est-ce que quand tu te lèves le matin, tu es enthousiaste? Est-ce que tu sautes du lit en étant dans la gratitude? Ou est-ce que justement, tu as envie de te recoucher parce que tu te dis, encore une nouvelle journée, je vais me taper des collègues que je n'aime pas, un patron que je n'aime pas, mais pourquoi je le fais? Parce qu'il faut bien remplir le frigo à la fin du mois, tu vois. Il faut arrêter ce discours-là de je dois remplir le frigo. Tu peux remplir le frigo en faisant quelque chose que tu aimes. Et je peux te garantir qu'en faisant quelque chose que tu aimes, tu te sentiras beaucoup plus vivant qu'en faisant quelque chose que tu n'aimes pas juste parce qu'il faut, entre guillemets, honorer telle ou telle facture. J'ai une question encore. J'achète ton livre, je suis indépendante, peu importe, je lis, et ça me parle. Concrètement, quelle est la démarche? Je te contacte parce que finalement, là, tu donnes un peu une ouverture, mais j'imagine que tu dois avoir un accompagnement, et je veux bien que tu rentres un peu dans les étapes de l'accompagnement pour que ça puisse parler peut-être à quelqu'un qui se dise, moi, je vais la contacter. Oui, c'est avec joie. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ce livre-là, je voulais vraiment avoir quelque chose d'accessible et d'abordable pour déjà aller retravailler ta manière de percevoir notamment l'activité commerciale, le business et l'argent, tu vois. Déjà, déconstruire vraiment tous les paradigmes, toutes les fausses croyances limitantes qu'on s'inflige finalement et qui nous empêchent clairement de briller et d'exceller dans ce que l'on fait. Donc, il y a une grosse dimension mindset. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, vendre, finalement, entreprendre, réussir, c'est 80% justement de mindset, d'état d'esprit, et c'est seulement 20% de stratégie. Donc, si tu cherches que des stratégies, des techniques, c'est pas forcément ce livre-là qu'il faut prendre. Par contre, si tu implémentes des stratégies sans avoir le bon état d'esprit, la mauvaise nouvelle pour toi, c'est que ça ne va pas fonctionner. Donc, si tu veux que ça fonctionne, déjà, il faut commencer par la base, il faut commencer par ça. Ensuite, effectivement, j'ai des accompagnements pour différents types d'entrepreneurs. Donc de base, j'accompagnais plutôt des entrepreneurs qui étaient, on va dire, de niveau intermédiaire, qui avaient déjà en fait des entreprises, qui avaient déjà des clients, qui avaient déjà des revenus, et on accélérait effectivement les choses. Sauf que je me suis rendu compte que sur le marché, il y a énormément également de débutants, donc des personnes qui lancent leur activité. Et donc depuis la fin de l'année dernière, j'ai lancé justement une offre dans ce sens-là, pour aider les personnes qui lancent ou qui relancent leur activité à vraiment mettre en place les bonnes stratégies pour leur permettre notamment d'attirer leurs premiers clients et surtout de réussir au moins à générer un revenu mensuel de 5 000 euros. Je pars du principe qu'en tant qu'entrepreneur, si ton revenu ou minimum, un chiffre d'affaires en tout cas de minimum 5 000 euros. Parce que j'étais hallucinée en fait de voir qu'il y avait autant d'entrepreneurs qui gagnaient même pas 1 500 euros par mois en fait. Moi je me rappelle, je l'ai vu quand j'ai pris mes bureaux. Au départ, j'avais pris des bureaux à Bourse, et en fait quand je suis venue, j'étais dans une association d'entrepreneurs, tout le monde m'a regardé en me disant mais comment tu fais pour payer ça? Je dis mais je travaille. Et en fait, quand j'ai vu que je générais par exemple des mois où je faisais 30 000 euros, je me suis dit qu'en fait personne ne le faisait autour de moi. Et là, j'ai pris conscience. Après, je travaillais beaucoup, j'avais pas d'enfants à l'époque quand j'ai démarré. Je bossais vraiment comme du lundi au dimanche, j'ai des témoins. Là, ça va pouvoir en témoigner, mais je ne vivais plus, quoi. Je travaillais. Et même ensemble, d'ailleurs, ça a été l'année de ma fille, je crois que j'ai triplé mon chiffre d'affaires. Et en fait, parce que je travaillais, mais après je me suis rendu compte de ça. Il y avait beaucoup de gens aussi autour de moi qui étaient souvent dans des auto-entrepreneuriats, des machins. Alors que moi, je m'étais lancée dans une SASU, vraiment tout le truc démotivateur, quoi. Et là où j'avais vraiment pris conscience que c'est une vraie difficulté. Et c'est pour ça que je dis, ça a du sens vraiment que tu puisses accompagner même dès le départ. Et surtout quand tu te lances, parce qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais des fois, on gagne des misères. Moi, au départ, effectivement, c'est pas forcément une réalité sur laquelle j'avais mis de la conscience, mais c'est à force d'échanger avec des personnes, et je me suis rendu compte que, oh waouh, il y a un vrai fléau. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ces personnes-là? Est-ce qu'on les laisse comme ça, ou est-ce qu'on leur donne pas également l'opportunité de pouvoir, à leur tour, en tout cas, briller, tu vois? T'as tout un chantier, je te le dis. Il y a tout un chantier, c'est clair.
Il y a tout un chantier. Et petit clin d'œil aussi pour les femmes, parce que souvent on se dit oui, mais les maternités, machin, mais en fait, des fois, c'est un déclencheur. Clairement. C'est un déclencheur de fou, parce que tu vas avoir un enfant, et en fait, quand tu regardes ton enfant, tu te dis oh là là, faut encore que je carbure encore plus. Quoi. Exactement. Moi, souvent, je dis qu'en tant que maman, tu peux choisir tes enfants et les prendre comme une excuse pour ne pas accomplir tout ce que tu peux accomplir, ou justement comme une source de motivation pour te dépasser et pour faire ce qu'il y a à faire pour réussir notamment. Mais tu vois, moi je pense même que c'était inné ça. Que c'était une source de motivation innée. Non, pour cette personne c'est plutôt l'excuse. Bah non, j'ai des enfants donc je peux pas développer mon business. Je peux pas passer des appels, je peux pas lancer une nouvelle offre. Tu vois, c'est sincèrement, tu vois, moi j'ai la fierté de me dire que ma fille un jour elle va dire ah ma mère elle fait ça, puis elle est roulée dans cette voiture. C'est exactement ça. Vois, moi c'est mon leitmotiv. On est d'accord. De dire je peux pas laisser une vie de. À ma fille, c'est pas possible. On est d'accord. Tu vois, et ça a été un multiplicateur. Un multiplicateur. Parce que quand j'étais toute seule, autant je m'arrachais, j'avais pas du tout de. Tu vois, je le faisais pour moi parce que j'avais. Mais alors là, quand j'ai eu ma fille, et quand j'ai eu mon fils, j'ai pensé même différemment aussi. Parce que je suis dans l'idée où les femmes, c'est vrai qu'on est encore un peu en retard, mais ça a encore changé les choses. Parce que je me suis dit, mais tu vois, et je le vois avec les garçons, après les féministes vont me tirer les cheveux, mais moi je le vois que les garçons déjà dès petits, ils prennent un peu plus leur place, tu vois. Mais ils ne se posent pas de questions, ils y vont. Je suis complètement d'accord avec toi. Ah bah merci. En fait, les hommes, naturellement, sont beaucoup plus audacieux que les femmes. Oui, ça se voit, mais dès petits quoi. Moi, j'ai eu la même expérience que toi. J'ai eu également une fille et un garçon. Ouais. Et mon fils, je peux te garantir que là où ma fille, des fois, elle était un peu plus réticente à faire certaines choses, lui, il se pose pas de questions. Il faut sauter, il saute. Il faut monter, il grimpe. Et puis après, il se fait mal. Il se relève, il continue. Et nous, on a tellement, mais c'est tellement inné. Mais après, c'est aussi de l'amour, c'est plein de choses. C'est l'énergie qui est différente. Voilà, c'est la sensibilité. Donc, et c'est ça qu'on doit apporter aussi au monde. Clairement. Et j'avais une dernière question, il ne faut pas que j'oublie. Pour une personne, justement, parce que ça peut être l'inverse, qui brille, qui est lumineuse, qui a ce talent en entreprise, et qu'autour d'elle, qu'il n'y a pas tout ça, parce que des fois, et ça c'est un peu notre société française, c'est-à-dire que des fois on ne parle pas d'argent et machin, et quand tu gagnes bien finalement tu te marginalises un peu, quand tu es la top performance, je pense que tu l'as un peu vécu, mais des fois on va te dire, excuse-moi, mais je vais rentrer dans les vifs, elle a couché avec le patron, elle se fait machin, souvent c'est ça malheureusement. Comment tu peux accompagner cette personne qui elle en face déjà ? Qu'elle soit salariée ou peu importe, qu'il y ait une lumière et qu'on a conscience et qu'il accepte. Moi, en fait, souvent je dis à mes clients, peu importe où tu en es, tu peux toujours passer au niveau supérieur. Les personnes, des fois autour de toi. Les personnes qui brillent déjà, elles ont d'autres niveaux d'achievement qu'elles veulent réaliser. Par exemple, moi, peu importe l'entreprise dans laquelle j'étais, à un moment donné, j'ai obtenu un certain plateau de verre. Et je voulais pas rester là, en fait, je voulais passer à un autre niveau, donc je changeais l'entreprise, etc. En fait, peu importe où tu en es, il y a toujours moyen d'aller au niveau supérieur. Donc même les personnes, et surtout, en fait, moi, si tu veux, de base, les personnes que j'adore accompagner, c'est même pas des personnes qui démarrent, même si après ça c'est venu, parce que j'ai voulu effectivement les aider, entre guillemets, mais c'est vraiment, ok, tu réussis, comment on fait pour que tu réussisses encore plus ? Parce qu'en réussissant encore plus, potentiellement, en tout cas dans ma vérité, tu peux impacter encore plus de personnes. Oui, mais tu vas te marginaliser. Tu vois, moi, c'est ça qui me questionne. Tu peux te marginaliser au vu de de ton entourage, par exemple. Yes. Demain, tu gagnes plus, on est d'accord, ou tu as une vie de rêve, tu peux perdre des amis. Oui. Tu peux perdre des Mais qu'est-ce qui est le plus important pour toi, en fait ? C'est ça, après. Après, on en revient à ce feu intérieur. Est-ce que le plus important pour toi, c'est toujours d'avoir l'approbation et l'amour des gens proches, entre guillemets, ou est-ce que ta mission, elle est beaucoup plus grande que ça ? Eh bien, merci. Je voudrais juste une petite, un petit mot sur tes projets. Qu'est-ce que tu prévois encore l'année ? Il reste encore beaucoup de mois. Qu'est-ce que tu prévois ? Est-ce que tu as des événements à nous communiquer ? Tu vois, tu parlais tout à l'heure notamment par rapport aux femmes. De base, moi, j'accompagne des femmes et des hommes. Et cette année, en fait, je me suis vraiment dit, j'ai envie d'accompagner encore plus de femmes ambitieuses à encore plus révéler leur ambition et les aider vraiment à aller à d'autres niveaux. Pourquoi ? Parce que j'ai constaté tout simplement que, effectivement, dans ce jeu-là de l'entrepreneuriat, les personnes qui gagnent le plus d'argent, souvent, ce sont les hommes, parce qu'ils ne s'excusent pas, une fois de plus, de briller, d'être qui ils sont, d'oser. Et j'ai vraiment envie de contribuer, tu vois, à me dire qu'il y a une nouvelle génération de femmes qui, elles aussi, en fait, ont envie de prendre leur place. Je ne suis pas féministe, je ne suis pas là pour dire que l'homme et la femme doivent être égaux. Je pars du principe qu'on n'est pas égaux, on est complémentaires.
Par contre, d'un point de vue financier, l'argent, c'est juste un outil. L'argent, en fait, c'est juste une énergie. Et on ne peut pas se dire, parce que je suis une femme, naturellement, je dois gagner moins que les hommes. C'est là où, en fait, pour moi, il y a un faux débat qui n'existe même pas. Et qu'il faut aller, en tout cas, rééquilibrer les choses. Tout le monde n'a pas vocation à être ambitieux. Et c'est OK, it's fine. Mais les femmes qui sont vraiment ambitieuses, qui ont envie vraiment de prendre leur place, qui ont de grands rêves, qui ont envie d'avoir un impact dans ce monde, et j'ai envie en tout cas de les aider à prendre leur place encore plus. Merci. Question signature. Moi, comme je dis, le podcast, c'est le papillon. Le papillon, pour moi, c'est beaucoup de choses. C'est transformation, c'est renaissance. On peut rester qui on est, mais en tout cas, il se passe des choses à l'intérieur. Et ma question, c'est quel était l'événement, que ce soit en bien ou en mal, qui t'a refait renaître ou transformer? J'ai une petite idée maintenant que tu me parles un peu de ta vie, mais moi, une très belle question. Il y a plusieurs éléments, je pense qu'il y a plusieurs événements qui m'ont vraiment marqué, m'ont transformé, mais je pense que l'un des événements clés vraiment, c'est ce jour-là où j'étais notamment à Montréal pour mon stage notamment de commerce international. Même pas à Montréal, on était parti à Ottawa pour un événement. Et vraiment, j'ai vu sur scène, tu vois, des personnes qui étaient lumineuses. J'ai vu sur scène, en fait, des coachs, des mentors, des entrepreneurs, des personnes qui avaient réussi, et en fait, qui rayonnaient, qui semblaient tellement heureuses, épanouies. Je me suis dit, OK, je ne sais pas ce qu'elles font dans leur vie, mais plus tard, je vais être comme l'une d'entre elles. Et vraiment, de là, la graine avait été semée. Et je me suis toujours dit que, un jour, je serai conférencière. À mon tour, je partagerai mon message, mon histoire. À mon tour, j'inspirerai des gens, tu vois. Et à mon tour, je diffuserai ma lumière. Génial, j'adore. Tu vois, on devrait avoir des discours assez... On n'en a pas assez, surtout dans la culture un peu française, américaine, on entend tout le temps. C'est vrai. Ouais, on entend tout le temps ça, des gens qui prennent leur pouvoir comme ça, tu vois. Ça. Et dernière question, si tu avais aujourd'hui une jeune fille qui te suit discretos dans sa chambre et qui, elle, se pose aussi des questions, parce qu'elle t'a vu, elle se dit, moi j'ai envie de briller, mais en même temps j'ai plein on appelle ça des pensées limitantes ou des croyances. Ouais, j'ai envie, mais en même temps j'ai peur. Ouais. Est-ce que tu comprends ? Qu'est-ce que tu vas, juste une phrase impactante que tu peux lui dire qui va changer sa vie, ou du moins qui va lui permettre de lever un peu? Je te dirais tout simplement que tu n'es pas là par hasard et que à un moment donné, en fait, il faut juste écouter sa voix intérieure. Tu vois, laisse le brouhaha extérieur que tu entends de côté et suis vraiment ce que te dicte ton âme. S'il y a quelque chose qui te vient à l'esprit, c'est que déjà tu as toutes les capacités de le réaliser. Suis cette voie-là, fais-toi confiance, tu vois, et vas-y. Fais le premier pas dans ce sens-là. Même si tu n'as pas tout le chemin, c'est pas grave. Tu sais quand même, il y a une première action que tu peux poser dans ce sens-là. Mais ce qui est sûr, c'est que tu n'es pas là pour rien. Et comme dirait Nelson Mandela, notre mission, c'est simplement de libérer notre lumière pour devenir une source de lumière pour les autres. J'ai même pas envie de conclure, c'est une très belle conclusion. Merci Maï. Avec joie, merci à toi. Merci beaucoup, parce que je pense sincèrement, en voyant comme ça, tu vois, je pense que des fois même le titre il est à double tranchant, parce qu'il peut se dire, il peut un peu paraître un peu galvaudé, mais je vous invite vraiment, parce que le jeu, on peut se dire, qu'est-ce qui se cache derrière, mais vraiment, d'y aller, parce qu'en plus il est facile à garder sur le bureau et surtout à prendre contact avec toi. Ouais, parce que, encore une fois, tu vois, c'est pour ça que j'ai pas envie d'arrêter, parce que j'ai toujours des rencontres géniales. Merci. Avec joie, merci à toi pour l'invitation. Il faudra beaucoup de femmes comme toi encore. Avec joie, bravo pour ton podcast. Merci. Le meilleur pour la suite, et j'adore l'idée du papillon, tu vois, un papillon qui déploie ses ailes à l'infini et qui n'a aucune limite finalement. C'est ça. Gratitude.